Et moi aujourd'hui, je vais pas vous parler d'un animal, qu'il soit magique ou non. On va parler de complètement autre chose, mais on va rester sur des éléments liés à de la spiritualité, puisque c'est ce que tu nous as amené sur la table en parlant de sacrifice d'ours noir du Japon Clément. Donc c'est parti. Ça y est, c'est le 5e épisode de notre petite saga sur le Japon, et c'est surtout en fait l'occasion pour moi, et surtout un vrai prétexte, de revenir sur des éléments de folklore que j'apprécie tout particulièrement. Nous avons vu lors de nos précédentes chroniques bon nombre de créatures intrigantes qui peuplent le folklore de l'archipel nippon, et il est à présent temps de s'attaquer à une dernière catégorie que je n'ai pas encore évoquée, les Tsukumogami. Est-ce que vous savez ce que c'est un Tsukumogami? Pas du Pas tout. du tout. Ah, Chips. Ouais, Chips. là pour le coup. Eh bah jamais écoutez, entendu c'est ça. super, comme ça vous partez vanilla, et moi je vais pouvoir vous expliquer ça très clairement. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ce nom en japonais signifie, je cite, esprit de 99 ans. Certaines transcriptions ne parlent pas d'esprit, mais de cheveux. Ainsi, la symbolique de la vieillesse est présente du fait que les cheveux blanchissent avec l'âge. Je crois que tout est dans le titre. En fait, il s'agit ici d'objets prenant littéralement vie le jour de leur 100e anniversaire. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il peut s'agir de n'importe quel objet. Ça peut être votre voiture, vos clés, votre livre préféré, une fourchette, votre slip, ce que vous voulez. Il n'y a pas de jaloux. Et quand je vous dis qu'ils prennent vie, il faut comprendre que personne ne les contrôle. Ce ne sont pas des objets magiques, c'est pas un slip enchanté. Ce sont vraiment des individus à part entière avec leur propre conscience. En fait, la plupart du temps, ce sont des objets qui ont été laissés de côté, oubliés par leurs propriétaires, et qui vont alors chercher vengeance. À la manière d'un lutin farceur, leur vengeance se traduit rarement par le meurtre, mais plutôt par la torture psychologique. Certaines histoires les présentent comme chantant et dansant la nuit, mais il arrive aussi parfois qu'ils vont un petit peu trop loin, ils vont déclencher des incendies. Bon voilà, ils sont un peu blagueurs quoi finalement. Les Le fam- premières... la fameuse absence d'attaque physique par l'incendie. Par l'incendie, voilà. Tu ne touches pas directement au corps, c'est le feu qui brûle le corps de ton ennemi. Tu ne lui Il y as a donc pas fait de jurisprudence, mal. hein, attention. Exactement. C'est ce que j'ai dit au juge, ça n'a pas marché. Les premières traces de Tsukumogami remontent au XVIe siècle. Ils sont mentionnés dans des emaki, des sortes de rouleaux avec beaucoup d'illustrations. Par exemple, dans le Yaki Yago Emaki, qui est exposé au temple de Shinjuan à Kyoto, on peut voir clairement en représentation des Tsukumogami en train de faire une belle parade. Cette représentation est d'ailleurs surnommée la parade des 100 démons, car on peut y apercevoir bon nombre de yokai précédents cités dans d'autres chroniques. Selon différents emaki, les premiers Tsukumogami seraient apparus au milieu du Xe siècle, lors du grand nettoyage annuel de fin d'année. En effet, au Japon, il était alors tradition de faire un grand ménage appelé le Ozoji avant chaque nouvelle année. Nettoyer et ranger de fond en comble les maisons, les temples, les sanctuaires, les écoles ou encore les magasins permettait d'entamer la nouvelle année sous de meilleurs auspices. Lors de ces fameux nettoyages de fin d'année, de nombreux objets jugés trop vieux étaient alors jetés sans autre forme de procès. Mais une année, les objets décidèrent de ne pas se laisser faire. Ils s'animèrent et se réunirent auprès du mont Funaoka, où ils prirent ensemble la décision de s'attaquer à leurs différents propriétaires pour se venger d'eux. Mais, un jour après plusieurs semaines de terreur, les Tsukumogami festoyaient tous ensemble. Une procession de moines tomba sur la joyeuse bande. Ces derniers étaient au courant de l'existence de ces Tsukumogami et prièrent de toute leur force pour les faire disparaître. N'ayant d'autre choix, parce qu'apparemment ça fonctionne comme ça, les Tsukumogami décidèrent alors de se repentir. Ils devinrent moines à leur tour et entrèrent au temple de Toji de Kyoto, où ils finirent même par atteindre l'illumination. Finalement, on peut se demander quelle est la morale de cette histoire, qui est l'histoire de ces Tsukumogami. N'oublions pas en fait que dans les sociétés du passé, la religion est d'une importance assez capitale, même au Japon. Ainsi, c'est probablement pour nous rappeler que les objets ont une âme, que les histoires de Tsukumogami existent. La morale serait alors peut-être la suivante: respecte l'objet que tu possèdes, surtout quand ils ont une existence aussi longue. Ne les néglige pas. Dans cette idée, on retrouve alors une valeur japonaise très puissante, répandue pendant la période Edo, le rejet du gaspillage. Un sentiment qui était exprimé par le terme entre guillemets, motanai, traduit approximativement par quel gâchis ou c'est dommage. En effet, pendant l'ère Edo, face à des ressources limitées, il était promulgué de prendre soin de ses affaires, si besoin, avec l'aide de fables convaincantes. Ce terme est toujours utilisé d'ailleurs de nos jours, afin d'exprimer le regret ou l'insatisfaction face au gaspillage de ressources. C'est une thématique qui est finalement assez actuelle, je pense. Certains objets deviennent au contraire des yokai parce qu'il est arrivé quelque chose à leur propriétaire. Donc là, on est sur une autre frange de Tsukumogami.
En général, ces objets n'attendent pas d'avoir 100 ans et se transforment dès la mort de leur propriétaire pour passer à l'action. C'est le cas par exemple de l'histoire de Kurayaro, la selle de cheval, qui appartenait à Kamata Masakiyo, un commandant militaire et serviteur de Minamoto no Yoshitomo. Quand Kamata fut lâchement assassiné, la selle de son cheval devient un Tsukumogami pour tenter de tuer l'assassin. Être poursuivi par une selle de cheval, c'est quand même quelque chose. Hein. On peut citer également le Kosode no Te, qui est le Tsukumogami d'un Kozode, l'ancêtre du kimono à manches courtes. Lorsqu'une personne mourait, il était courant de transmettre son Kizode au temple lors du service funéraire pour qu'il puisse recevoir des prières en l'honneur du défunt. En revanche, lorsque le Kosode était revendu après la mort, il avait tendance à devenir un Tsukumogami. Un autre exemple, c'est celui d'un Kosode qui aurait appartenu à une prostituée. À sa mort, il fut vendu au lieu d'être donné au temple, et le kimono est alors devenu un yokai qui s'attaquait aux clients qui n'avaient pas payé son ancienne maîtresse. C'est sur ça dingue. Il existe aussi une histoire d'un Kosode qui a appartenu à une femme tuée par son maître. Et le Kosode est devenu un Tsukumogami animé d'un ressentiment de vengeance. Et le problème, c'est qu'au lieu d'aller tuer l'ancien maître, il a tué sa nouvelle propriétaire à la place. Ça arrive, j'imagine. Ça arrive. Ah, ça arrive, hein. Ce genre de choses arrive. Pas de bol, quoi. Bon, mais finalement, ça ressemble à quoi un Tsukumogami? Parce que là, c'est hyper abstrait, on a l'impression que c'est un truc qui flotte et qui va aller étouffer les gens, mais pas du tout. Les Tsukumogami gardent certes leur forme d'objet, mais il arrive qu'ils soient représentés avec des bras et des jambes, un ou plusieurs yeux, voire une bouche. Certains ont même des corps entiers, comme le Biwa Boku, dont seule la tête ressemble à l'objet de base, donc un luth. Et le reste, c'est des bras, des jambes, un corps total. Le Seta Taisho, c'est même un petit soldat qui est formé de différents objets de vaisselle, dont le visage est celui d'une bouteille de saké. Lui, son kiff, c'est de récupérer les couteaux de cuisine et de s'en servir de katana, et ensuite de le projeter sur les habitants de la maison. Mais à part ça, pas de problème avec le physique. Hein. Génial. Il y a aussi le Mokumokuren, une cloison ou une fente coulissante, ou une fenêtre coulissante qui est abîmée. Si on la répare pas, des yeux apparaissent dessus et commencent à vous regarder. Flippant. Le Kazabake, quant à lui, est un parapluie possédant une seule jambe, un seul œil et une énorme langue. Un autre Tsukumogari célèbre, c'est le Bakezori, une sandale avec des mini-bras et des mini-jambes, un seul œil, des grosses dents et une grande langue. Lui, si vous voulez vous en débarrasser, il faut absolument faire appel à un prêtre parce qu'il peut foutre le bordel dans votre baraque. Ce qui est intéressant, c'est que, après c'est une vision personnelle, c'est que je vois dans les Tsukunomori beaucoup de ressemblances avec nos lutins francophones. Toutes les deux sont des créatures issues du quotidien qu'il faut pas maltraiter sous peine d'en payer un prix très très fort. Bon, après là, pour ceux qui ont écouté la chronique sur le lutin, il n'y a pas une histoire de chier devant l'objet en question pour le faire partir. Hein. Voilà. Mais si vous comprenez pas cette phrase, allez écouter la chronique sur le lutin et ça deviendra tout de suite beaucoup plus clair. Donc du coup, j'aimerais terminer cette chronique sur un point qui est assez important. Cette idée qu'il ne faut pas maltraiter ces objets du quotidien. Les objets, ça mérite d'être respectés et entretenus, qu'ils soient achetés neufs ou d'occasion. Certes, nous en disposons, mais les jeter comme la première chaussette crée de la surconsommation. Et dans notre monde moderne en perdition, il serait peut-être bon de se le rappeler qu'acheter et jeter sans arrêt n'apporte rien de bon, que ce soit à la planète ou même tout simplement à nous. D'autant plus qu'en étant fidèles à ces objets, ils peuvent nous aider à nous venger si jamais on se fait assassiner, donc au cas où, autant être sympa. Bon. En vrai, on va pas terminer sur ça, on va terminer sur une question ouverte. Une question qui va plutôt être assez personnelle, je vous le cache pas. Personnellement, j'ai toujours eu un rapport assez particulier à la possession d'objets, et je me retrouve pas mal dans le concept du Tsukunomori. Pour moi, un objet, c'est pas juste quelque chose d'utilitaire, c'est un véritable compagnon de route, quelqu'un avec qui tu vas vivre une partie de ta vie. Alors certes, c'est vrai, il parle pas, il peut pas avoir d'interaction, mais ça n'empêche pas d'être là, toujours là, présent dans des moments de joie, dans d'autres moments de la vie plus cruels. Quand un objet se casse, disparaît ou est jeté, c'est aussi d'une certaine manière un pan de ta vie à qui tu dis au revoir. Personnellement, j'ai déjà pleuré en cassant une assiette, j'ai déjà eu peur de faire mal à mes peluches quand elles se faisaient écraser, je me suis déjà senti en quiétude à la limite de l'ataraxie dans ma voiture, et si des gens vont chez moi et maltraitent mes objets, je peux le prendre extrêmement mal parce que pour moi ce ne sont pas juste des objets, c'est presque des horcruxes, ce sont des parties de moi-même. Donc la question que je vous pose aujourd'hui c'est, est-ce que ça vous arrive de vous sentir parfois comme ça avec vos objets ? Ou est-ce que c'est juste moi qui suis fou et qui doit doubler mes séances de psychanalyse ? Non, t'inquiète, je pense que t'es tout à fait normal. Mais c'est vrai qu'en plus, ça me rassure, Nico, merci beaucoup. Ça accumule une partie de ça a une mémoire en fait, les objets, parce que ça a une histoire, ça t'a accompagné pendant une partie de ta vie. Et c'est quelque chose qu'on trouve dans pas mal de cultures aussi. Que les objets qui ont le plus de valeur dans des sociétés où t'as pas forcément d'argent, c'est des objets qui ont une histoire, qui sont liés à une personne, qui sont liés à des vécus. Donc c'est pour ça que les objets, je pense qu'on a encore, tu vois, ce truc d'accorder une certaine valeur à certains objets, une valeur juste sentimentale pour un peu tout. Ouais, c'est pareil.
Moi, j'ai vraiment du mal à me séparer de certains objets, presque tous en fait, hein, je me rends compte. C'est ça qu'en regardant sur ma droite, je me vois avec des guitares que j'ai depuis 15 ans, que j'ai pas touchées, mais je les ai encore en fait. Je ne peux pas m'en séparer. Je me dis, on me les a offerts, je les ai achetés, et ça marche avec plein d'autres trucs. Hein. Je veux dire, j'ai des BD, des comics que j'aime et que je n'ai pas ouvert depuis des années, mais je peux pas m'en séparer. Donc, et c'est pour ça que là je me retrouve dans la merde parce que j'ai pas assez de place. Mais ouais, non, mais c'est ça le problème. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai déménagé et même chose, je me suis rendu compte que j'avais vraiment gardé plein de trucs. C'est un peu le revers de la médaille. Et toi, Franck, du coup, t'es un peu pareil aussi? Bah oui, moi je pense que effectivement c'est. Enfin, déjà je déteste péter des trucs, je déteste casser des choses, ça m'énerve. Mais c'est un peu le côté utilitarien là pour le coup. Mais oui, il y a des objets effectivement. Des fois, juste le fait de pouvoir se remémorer des choses ou de pouvoir des choses qu'on avait plus en tête. Moi, typiquement, en passant chez ma mère, j'ai ressorti des vieilles fiches de personnages de la première grosse campagne de JDR que j'avais faite. Forcément, tu t'es dit, ouais, merde, enfin, ça marque, tu vois, c'est les objets qui en plus pèsent rien, puis c'est des feuilles. Mais vraiment, c'est un bout de papier, quoi. C'est un bout de papier, mais ça, voilà, ça rappelle des souvenirs, ça ramène des choses. Et il y en a quelques-uns comme ça. Enfin, après, je pense que ça doit être le cas pour tout le monde, mais voilà, le fait d'avoir retrouvé, on a retrouvé la photo, c'est pas un portrait, c'est une photo de l'arrière-grand-père en tenue de poilu, alors que voilà, personne de vivant ne l'a connu. D'ailleurs, on en sait même très peu de choses dans l'absolu, mais ça apporte un morceau de mémoire, juste la photo. On a retrouvé des objets comme ça, des montres à gousset, un vieux cartable, ce genre de choses qui ramènent un peu de mémoire de gens qui ont disparu, dont la mémoire a disparu pour certaines choses, et ça permet presque de faire revivre des bouts de mémoire, comme un peu des espèces de toutes petites fenêtres vers le passé. Mais là, c'est l'archéologue qui... Non, mais carrément, je suis tout à fait d'accord. Complètement d'accord. Ouais. Tout à fait c'est pour ça que j'ai aussi encore... Enfin, moi, c'est aussi ma mère qui garde plein de photos qu'elle avait développées quand j'étais petit. Pareil, on a retrouvé des... J'ai vu pour la première fois des photos de mon grand-père que j'ai jamais connu, même de mon arrière-grand-père aussi, pareil, en tenue début 20e, pardon. Ouais, bah ça fait toujours quelque chose, hein, et on veut les garder, on va jamais s'en séparer. Bien sûr. Parce que je pense qu'il faut pas, en fait. Hein, je sais qu'un jour, je vais hériter de kilos et de kilos de livres, d'albums photos. D'albums photos de toute la famille. Pas arriver, je vais devoir prévoir des gens pour ça, mais ce sera avec plaisir. Cool. Bah merci en tout cas pour votre petite participation. Ouais, et d'ailleurs aussi, je reviens sur ta chronique, mais en fait, on se rend compte que Pokémon a encore de l'avenir devant lui. Hein. Oui, parce que tu peux faire n'importe quel objet, bien sûr. Là, ils l'ont déjà fait par le passé. Il y en a pas mal dans Pokémon. Bien sûr, regarde, là j'ai un truc pour mesurer de 3 mètres de distance, tu peux en faire un yokai, tu mets un œil au centre, des papates, et ensuite son attaque c'est qu'il envoie un truc de 3 mètres, et c'est super quoi. Voilà, ça fait un Ils l'ont fait dès le début avec les Pokémon en forme de Pokéball, hein, donc oui, c'est vrai. Dès le début, en fait, ils avaient la mise en abîme. Et puis maintenant, on a les tasses de thé, quoi. Attends, la selle de cheval, en fait, pourquoi on l'a pas eu avant? Parce que les Européens n'étaient pas prêts. Ils sont pas encore prêts. Ils sont toujours pas prêts. Ils ne sont toujours pas, d'ailleurs. Ils sont toujours pas prêts. En tout cas, voilà, c'est comme ça que moi je vais clore cette petite saga sur les yokai. On en a vu pas mal, il y en a plein d'autres à traiter dans le folklore japonais, tout comme il y en avait plein à traiter dans le folklore du petit peuple européen. Mais honnêtement, je pense que c'est peut-être plus sage de s'arrêter sur ça, étant donné qu'on a vu les majoritaires. N'hésitez pas, bien sûr, les auditeurs, les auditrices, ou même vous, chers amis, à vous renseigner par vous-même, parce que le folklore japonais regorge vraiment de créatures plus incroyables, plus stupéfiantes les unes que les autres. Mais peut-être que les centaines de créatures ne méritent pas forcément toutes des chroniques. Donc il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Mais peut-être que ça reviendra si vraiment une foule en délire me dit « Oui, si, t'as oublié de faire ci, t'as oublié de faire ça ». Dans tous les cas, dites-le en commentaire et partagez pour que d'autres personnes donnent des avis sur tout ça. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a abordé différentes choses au cours de cette chronique, surtout en lien avec des périodes bien particulières, notamment le XVIe siècle, avec les fameux rouleaux des maquis dans lesquels il y a les yokai. Et ça tombe bien parce qu'il me semble que Nico, tu voulais nous parler un petit peu de cette période-là, je crois. Alors de la période suivante, désolé. Ah merde, 17ème du coup 17ème, ouais. 17ème. Ah, 16ème, 17ème, c'est pareil, non? Pour le Japon, justement, en fait, t'as une bascule entre le 16e et le 17e. Donc au final, ce sont des périodes qui sont assez séparées. Des périodes de transition, quoi, du coup. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux.
Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.